Notre thème d'aujourd'hui, comment développer la force de ses pensées. Peut-être que le titre vous a interpellé, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre dans cet atelier? Et je vais commencer tout de suite par vous poser une question. C'est qu'est-ce qui se passerait si la force de nos pensées était infinie? Si demain, on vous donne le skill ici, ou comme dans les jeux vidéo, vous gagnez le skill force de pensée infinie, qu'est-ce qui se passerait? Quelle serait la différence dans votre vie, d'après vous? Force de pensée, maintenant, on a dit que le but d'aujourd'hui, de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de développer la force de nos pensées. Quelle serait la différence et pourquoi les choses pourraient se réaliser plus ou moins? Plus d'abondance, dit Hélène. On pourrait y rêver de façon plus forte. On pourrait, Rêver de façon plus forte. on pourrait rêver de façon plus forte, oui. Télétransportation, dit Laurence, qui est optimiste. C'est pas mal, là, c'est vraiment la puissance de la pensée. Là, c'est vraiment infini, là, pour le coup. Pourquoi pas? Plus de joie, dit Patricia. On pourrait maîtriser les champs énergétiques. On pourrait maîtriser les flux d'énergie, oui, pourquoi pas. Augmenter le champ des possibles. Comment? Augmenter le champ des possibles. Augmenter le champ des possibles. Toutes vos réponses sont correctes. En fait, qu'est-ce qui se passerait si nos pensées avaient une puissance infinie? Tout ce que l'on pense pourrait se réaliser immédiatement. On aurait la capacité de penser quelque chose et ça se matérialise d'une certaine façon. Je vous donne ici, je ne dis pas qu'on va forcément arriver à ça, mais le fait de comprendre ça va nous donner le chemin en fait, de ce qu'on peut développer grâce à la force des pensées. Si nos pensées étaient extrêmement puissantes, le fait simplement de les penser se transformerait en action. Donc les pensées, d'une certaine façon, c'est le lien entre le désir, ce qu'on a envie de réaliser, tout ce que vous m'avez décrit, c'est d'une certaine façon des choses que vous avez envie de faire, et l'action. Pour tout passage à l'action, ça passe toujours par les pensées, qu'on s'en rende compte ou pas. Si j'ai faim, j'ai envie de manger, je vais visualiser, je vais imaginer que je vais me faire à manger, que je vais acheter quelque chose avant de le faire. Il n'y a pas un moment direct où désir passe action. Il y a le fait de penser l'action. Je vais penser que je vais passer de l'autre côté de la porte. Je vais penser d'abord que je vais ouvrir la porte. Donc, toute action est précédée de pensée. Et donc, les pensées font le lien entre désir et réalité, entre désir et action. Donc, la deuxième question que je nous pose ici ensemble, c'est si les pensées donc étaient infinies, la puissance des pensées était infinie, toutes nos pensées se réaliseraient. Qu'est-ce qui fait que la puissance de nos pensées n'est pas si forte que ça? Elle n'est pas infinie, justement. Quels sont les éléments qui font, ou qu'on aurait besoin de développer, qui font que la force de nos pensées n'est pas si grande que ça? La première réponse, et celle que tu viens de donner ici, c'est que nos pensées sont très peu conscientes, en fait. Et c'était aussi la question que tu posais ici, avec les pulsions, vont se transformer en action, mais sans que ça passe par le champ du conscient. Donc, on réalise un nombre énorme d'actions au quotidien sans que ça passe par le conscient. Et on est en fait très peu conscient de nos pensées. Il y a plein de pensées qui nous passent dans la tête en permanence. Et durant cette heure ensemble qu'on va prendre pendant cet atelier, vous allez avoir beaucoup de pensées différentes. Mais si je vous demande quelles ont été vos pensées, c'est extrêmement difficile à savoir. Donc, on a une puissance extraordinaire, en fait. On a cette possibilité quasiment infinie, sauf qu'on n'y a pas accès. Donc, elle est là, mais on n'y a pas accès. Et la première raison, c'est qu'elles ne sont pas conscientes. On va faire un petit exercice ici pour commencer à percevoir ça. Donc, je vous ai pris ici exprès une image pour appeler votre attention. On a un éléphant rose ici devant nous. Vous pouvez déjà graver cet éléphant rose dans vos pensées. Et on va faire un petit jeu ensemble ici, justement, pour percevoir à quel point on a conscience ou pas de nos pensées. Vous allez vous asseoir avec le dos droit. Ça va faciliter le fait de se concentrer. Vous allez fermer les yeux. Et pendant quelques instants, vous observez simplement le flux des pensées. Vous allez chercher dans un premier temps à observer quelles sont vos pensées sans interférer. Vous amenez l'attention, vous laissez les pensées qui viennent naturellement et vous les observez simplement. Vous voyez dans quelle direction elles partent, quelle connexion elles créent, en cherchant à créer aucune interférence. Laissez vraiment le flux libre ici des pensées, sans chercher à juger vos pensées. Les pensées qui viennent, vous les laissez venir, vous les laissez passer si elles passent. Maintenant, vous allez essayer de penser à tout sauf un éléphant rose. Vous allez essayer de
mentalement ici d'avoir tout ce que vous voulez, sauf un éléphant rose grand avec une balle de football. Tout sauf l'éléphant rose ici. Choisissez vos pensées comme vous voulez ici, tout sauf l'éléphant. Et vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Comment ça s'est passé ici mentalement? C'est juste un petit exercice pour passer en mode plus conscient. On n'est pas conscient de toutes nos pensées, mais on est passé en mode plus conscient de nos pensées. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Au début, déjà, avant que je vous demande de ne pas penser à l'éléphant rose. Vous avez réussi à observer le flux des pensées? Il y a différentes pensées qui venaient? Oui? Oui? Enfin, qu'il y avait tout un lien les unes avec les autres, mais l'une entraînait l'autre, qui entraînait la suivante. L'une entraînait l'autre, qui entraînait la suivante. Je répète juste pour ceux qui sont online, ce que vous dites. OK. Ça marche. Pour ceux qui sont online, vous pouvez écrire dans le chat ou même ouvrir votre micro si vous voulez le dire directement. Et l'histoire de l'éléphant rose, comment ça s'est passé mentalement? Est-ce que vous avez eu l'image d'un éléphant rose qui vous est venu dans la tête? Vous avez réussi à penser à autre chose? Comment? Il était un peu trop là. Comment? Il n'était pas trop là, ça va? Il y a Patricia qui dit j'ai bloqué sur l'éléphant rose. C'était juste un petit jeu à nouveau, ce n'est pas un exercice formel qu'on a fait ensemble, mais pour percevoir à quel point c'est difficile en fait de choisir ce que l'on pense. Notre flux des pensées, il est très inconscient. Là, on l'a rendu un peu conscient, on l'a observé simplement, mais il bougeait un peu par lui-même. Donc à nouveau, on a une grande puissance à travers les pensées, sauf que si on ne choisit pas ce qu'on pense, on est en permanence en train de créer de l'action en potentiel, on est en permanence en train de créer des choses mentalement. Sauf que tant que ce n'est pas conscient et qu'on ne choisit pas nos pensées, on utilise en fait très peu notre capacité mentale. Donc la première chose, en effet, qui fait qu'on a très peu accès à notre force des pensées, c'est qu'elles sont inconscientes. J'ai d'autres interventions dans le chat. Les sons extérieurs influencent beaucoup les pensées. Par exemple, quand on nous rappelait l'éléphant, bien sûr. Une bonne stratégie pour ne pas penser à quelque chose, c'est parce qu'en fait, il y a déjà une chose que vous pouvez prendre en compte sur la force mentale et la force des pensées, c'est que la négation n'existe pas. C'est pour ça que je jouais aussi un petit peu avec vous en vous disant l'éléphant rose. Éléphant rose barré, ça n'existe pas mentalement. Donc, il n'y a pas la possibilité de ne pas penser à l'éléphant rose. Il y a la possibilité de penser à autre chose. Mais volontairement, je ne vous avais pas donné d'orientation. Vous dites éléphant rose, on n'entendait que ça. Et le ne pas, on ne l'entend pas. C'est ce que me disait mon prof de tennis quand j'avais 13 ans. Il me disait, au lieu de penser qu'on ne va pas servir, qu'on ne veut pas servir dans le filet, pensez la trajectoire et le lieu où vous voulez servir dans le carré. Ça paraissait une phrase très simple de cours de tennis, mais en fait, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses dans votre vie. Tant que vous avez en tête, il ne faut pas que je serve dans le carré, faut pas que je serve dans le filet, il ne faut pas que je serve dans le filet, la programmation mentale, l'image que vous avez mentalement, c'est le filet. Alors que si vous dites la trajectoire que vous voulez avoir, là, vous commencez à avoir une construction mentale de ce que vous souhaitez. Donc, c'était toute la difficulté aussi de l'exercice, c'est qu'il fallait faire un effort pour amener l'attention sur autre chose. Sinon, c'était extrêmement difficile de s'extraire si on n'a pas d'orientation soi-même. Donc, première chose, les pensées sont inconscientes. Deuxième chose, elles sont relativement pauvres comparées à la réalité. Si on avait la capacité à créer des pensées aussi riches que le réel, on aurait une grande puissance mentale. Il y a des études sur le cerveau qui montrent que vivre une situation dans le réel ou l'imaginer active les mêmes zones dans votre cerveau. Donc, c'est la même chose. Au niveau psychologique, subjectif, vivre la situation dans le réel ou l'imaginer, c'est exactement la même chose. Ça active les mêmes choses, ça crée les mêmes traces à l'intérieur de vous. Ça va avoir le même effet d'une certaine façon. Vivre quelque chose où vous êtes heureux ou imaginer que vous êtes heureux dans cette situation, c'est la même chose psychologiquement. Sauf que la grande différence, c'est qu'on a peu de capacité à créer cette réalité. Si je vous dis maintenant, fermez les yeux, vous pouvez le faire en 2 secondes, fermez les yeux et imaginez l'éléphant rose. Pour certains d'entre vous, l'éléphant rose sera aussi clair que dans l'image que je vous ai montrée, mais pour la plupart d'entre nous, ce sera beaucoup moins précis. Et là, c'est qu'un seul des sens, c'est que l'image. Vous pouvez rouvrir les yeux.
De la même façon, on pourrait faire, on va rejouer un petit peu avec ça pour que vous perceviez la nuance. On va fermer les yeux à nouveau et cette fois, vous allez imaginer un autre sens. Vous allez imaginer que vous prenez dans les bras quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Créez cette sensation. Vous fermez les yeux et vous créez la réalité mentale que vous prenez quelqu'un dans les bras, quelqu'un que vous appréciez. Vous pouvez rouvrir les yeux. Il y en a qui sont restés dans le, dans le hug mental. C'est différent de l'imaginer que de le vivre en vrai. Psychologiquement, c'est la même chose, mais la profondeur, les détails, le ressenti est difficile à recréer exactement de la même façon. Donc, si on avait la capacité au niveau des pensées à recréer le réel complètement, on aurait une puissance extraordinaire au niveau mental. Sauf que la plupart du temps, ce n'est pas le cas, sur la plupart des sens. En fonction de nos aptitudes, on peut avoir une capacité extraordinaire sur différents sens. Certains musiciens ont la capacité d'entendre la musique dans leur tête exactement de la même façon qu'ils le jouent sur le piano. Mais c'est des exceptions. Donc, au niveau mental, ils ont cette capacité sur un sens de le développer de façon très, très forte. Et leur puissance, du coup, de création, de créativité avec ça, est extraordinaire. Donc, la deuxième chose qu'on va devoir développer si on veut développer notre force mentale, c'est notre capacité à créer une réalité, pas juste visuelle. Là, on peut faire la différence entre technique de visualisation, qui consiste à construire une image, et technique de mentalisation, qui constitue toute une réalité mentale avec tous les sens, si vous voulez. On va utiliser ici ensemble les deux mots de façon indifférenciée, visualisation et mentalisation. Mais stricto sensu, mentalisation, c'est créer toute la réalité mentale, et visualiser, c'est créer juste l'image. Donc, première chose, les pensées sont inconscientes. Deux, elles sont relativement pauvres par rapport au réel. Elles sont riches, mais elles sont relativement pauvres par rapport à ce que vous vivez dans le réel. C'est ça qui fait que dans vos rêves aussi, quand vous percevez que vous êtes en train de rêver ou que vous vous réveillez le matin, la différence de sensation, elle est là entre la profondeur, la densité du réel. Là, on peut quasiment tous dire, on peut regarder, on peut se dire, là, je ne suis pas en train de rêver. On a la certitude qu'on n'est pas en train de rêver à cause de cette densité, cette cohérence, cette profondeur du réel. Alors que dans notre imaginaire, au moment où on est en train de rêver, les choses sont plus floues, sont moins claires, sont moins précises, d'une certaine façon, pour la plupart d'entre nous. Troisième élément qui fait que notre puissance de pensée n'est pas à son maximum, c'est le fait que nos pensées, même quand on les rend conscientes, sont inconstantes. C'est très difficile de maintenir le focus. Si vous voulez, là, on revient sur les ateliers des semaines précédentes, sur concentration et méditation. C'est extrêmement difficile de se concentrer. Donc, même si pendant quelques secondes, par le plus grand des hasards, vous avez réussi à avoir une image excellente de ce que vous vouliez créer, peu importe de quoi il s'agissait, on a l'image d'un but qu'on veut marquer, on a l'image d'une action qu'on veut faire pour connaître une nouvelle personne, pour signer un nouveau contrat, peu importe, on a réussi à créer l'image. Sauf que 2 secondes après, cette image est déjà partie. C'est extrêmement difficile de rester focalisé sur une image et de la maintenir dans le temps. Donc non seulement elle n'est pas très riche sur le moment, et en plus, c'est difficile de rester concentré dessus. Vous voyez qu'on a 3 difficultés en fait assez profondes. Une, déjà, elles sont inconscientes. Quand on les rend conscientes, elles sont relativement incomplètes. Et quand elles sont plus ou moins complètes, elles ne durent pas très longtemps. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a, je ne vais pas nous désespérer, je vois vos têtes, je dis, oh, je suis venu dans l'atelier, maintenant ils me disent que je ne suis pas fort mental, je n'ai pas une grande force des pensées. On a une force extraordinaire, en fait, c'est surtout ça la nouvelle, c'est que, imaginez ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à aujourd'hui, si vous pouviez augmenter justement ce niveau de puissance mentale. De la réalité mentale que vous créez dépend énormément de choses, à commencer par les sensations que vous avez. Si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez stressé, par exemple, on va faire un petit sondage immédiat. Qui s'est senti stressé dans les 2 derniers mois, un petit peu? Qui a déjà ressenti un peu de stress dans les 2 derniers mois? Juste pour voir si on est dans un sujet qui parle à tout le monde. Ça va, j'ai 90% des gens. Ceux qui sont dans les 10%, vous pouvez poser la même question avec 6 mois, ça devrait marcher. Donc, le fait qu'on se sente à un moment donné stressé vient d'où? Vient de la perception de l'environnement par rapport à la perception de nos propres capacités. Si notre corps se stresse, c'est pour une très bonne raison, c'est qu'il cherche à mobiliser ses capacités pour répondre à un défi. Donc le stress, d'une certaine façon, il est très positif, notamment pour survivre. Vous êtes en danger, il faut que vous vous stressiez pour pouvoir courir rapidement, par exemple. Parce que le problème, c'est que selon notre interprétation du monde, on a tendance à réactiver ce stress de façon très régulière. Donc si on veut définir le stress, c'est
la différence, le gap entre la perception, je n'ai pas dit le défi, hein, la perception du défi et la perception de vos capacités. Donc, comme vous percevez que vous n'êtes pas complètement à la hauteur du défi, en tout cas avec votre niveau de tranquillité habituel, vous vous stressez inconsciemment souvent pour arriver au niveau du défi. Et donc, d'une certaine façon, qu'on soit stressé ou complètement détendu, dépend de notre perception du monde et notre perception de nous-mêmes. Donc, un des meilleurs outils qu'on a pour travailler sur la sensation, sur le bien-être et sur le fait de réduire le stress, c'est transformer notre perception du réel. Et on va faire un exercice ensemble pour travailler ça. Vous allez ici prendre de quoi écrire, tous. Alors, ceux qui sont online, en général, c'est facile, vous avez l'ordinateur. En présentiel, on n'a plus l'habitude d'avoir de quoi écrire sur soi. Vous allez tous prendre de quoi écrire et vous allez penser ici à la chose qui vous préoccupe. Stress, ici, on peut l'assimiler à anxiété, préoccupation. Ça va fonctionner ici aussi bien, l'exercice qu'on va faire. Donc, vous allez penser à la chose actuellement qui vous préoccupe le plus. Si actuellement, dans les derniers jours, vous êtes parfaitement épanoui, vous pouvez penser à quelque chose qui vous est arrivé auparavant. Mais essayez d'identifier la chose qui vous inquiète le plus. Posez la situation d'abord. Et à nouveau, on va essayer de comprendre comment c'est notre rapport avec cette situation, ce qu'on pense sur cette situation, et on va essayer de transformer nos pensées sur cette situation. Et on va suivre une méthodologie assez simple que vous pourrez appliquer chez vous dans chacune des situations qui vous préoccupent profondément. La première chose, vous allez prendre ici 1 ou 2 minutes pour marquer ce que vous ressentez vis-à-vis de ce sujet. Ça me stresse, je suis frustré, je suis triste, je suis en colère, je ne suis pas content de telle chose. Prenez un petit moment ici pour poser ce que vous ressentez. Essayez d'être en connexion ici justement avec le niveau plus inconscient, le niveau plus émotionnel, et posez vis-à-vis de cette situation ce que vous ressentez. Vous verrez que simplement le fait de poser ce qu'on ressent déjà est assez agréable en général, nous soulage d'un petit poids dont on n'avait pas forcément conscience. Le fait rien que de poser des mots sur ce qu'on ressent est déjà une première étape intéressante. Différents moments, il y a beaucoup de moments où émotionnellement, il y a une sorte de confusion. Et on ne se sent pas bien, mais on ne sait même pas exactement ce qu'on ressent. Donc le fait de poser des mots, d'aller chercher un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous sur le sujet est déjà intéressant. Deuxième étape, vous allez essayer de noter ce qui vous fait peur là-dedans. Parce que s'il y a une inquiétude, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc, par exemple, j'ai peur qu'il se passe telle chose. Ça peut être proche de ce que vous ressentez, mais ça reste une deuxième étape ici. Donc, vous notez ce qui vous fait peur. Et essayez d'aller au bout de la question le plus possible. C'est-à-dire, j'ai peur de ça, ok, mais s'il se passe ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Mettez-vous, si vous voulez, la question « et alors ?» Vous finissez ça « et alors ?» Qu'est-ce que ça pourrait entraîner? Et vous finissez d'écrire ça, vous reposez la même question. Et alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez vraiment posé ce qui vous inquiète le plus derrière. Il peut y avoir plein de conséquences, vous allez voir. Émotionnellement, psychologiquement, ça peut être le désastre total. Donc, n'hésitez pas à poser ce qui vous vient. Ce n'est pas la réalité qu'on est en train de poser, c'est juste une sensation subjective. N'hésitez pas ici à aller profondément. Vous pourrez refaire cet exercice quand vous aurez du temps. N'hésitez pas vraiment sur les 3 petites étapes que je vais vous passer ici. Vous pouvez vraiment les utiliser de façon très, très fréquente. Posez un peu vous ayez déjà la méthodologie, vous voyez ce que vous ressentez quand vous posez ce qui vous inquiète, ce qui vous fait peur sur le sujet. Maintenant, la 3e étape, parce qu'on ne va pas renforcer ces pensées-là, on ne va pas renforcer cette peur. Le fait de le sortir de vous fait déjà du bien parce que l'inconscient a moins besoin de le traiter. Si c'est posé consciemment, c'est posé sur le papier, vous avez moins besoin de vous préoccuper par ça. C'est déjà ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on souhaite en termes mentaux? On souhaite renforcer ce qu'on veut. On ne souhaite pas renforcer ce que la peur nous projette. Donc, la 3e étape, c'est de poser ce que vous voulez sur cette situation. Quel serait l'idéal? Qu'est-ce qui se passerait idéalement dans cette situation? Et écrivez ici dans les moindres détails ce que vous souhaitez voir arriver dans la situation donnée.
le coup ici, chercher vraiment la richesse dans les richesses de détails. N'hésitez pas à aller vraiment de façon très, très concrète. Donc, je répète ici pour que vous ayez bien en tête les 3 étapes. La première, je pose ce que je ressens vis-à-vis de la situation. La deuxième, ce dont j'ai peur dans cette situation. Et la troisième, ce que je veux voir arriver. Ce que j'aimerais idéalement voir arriver. Il faut être réaliste dans ce que je veux voir arriver, parce que si vous posez quelque chose qui n'est pas réaliste, vous n'allez pas y croire vous-même, vous n'allez pas lui donner de la force. Et en fait, on est ici, moi je vous laisse encore quelques secondes, hein, vous pouvez noter, pour moi, rien que de faire cet exercice-là, parfois, juste le fait d'écrire ces 3 étapes-là me fait déjà du bien. Je sens que le niveau de stress et d'anxiété, qui à nouveau vient de l'inquiétude, cette préoccupation de distance entre les deux, à partir du moment où on a construit différemment les scénarios, parce que vous allez vous rendre compte souvent que ce que vous avez posé en numéro 2 ne correspond pas à ce que vous pensez vraiment. C'est-à-dire, on pose la peur, mais dans la séquence juste après, on regarde cette peur et on dit « mais non, ça ne va pas arriver ça. Je sais que ça ne va pas arriver pour telle raison, j'ai l'habitude de telle chose, j'ai suffisamment confiance sur telle chose. » Donc, vous allez pouvoir, une fois que vous l'avez posé, une fois que ça devient conscient, tant que c'était inconscient, c'est très difficile à traiter. Une fois que vous avez posé la peur devant vous, les choses qui vous inquiètent, le fait de les regarder, il y a déjà une grande partie qui s'en va. Et si vous avez compris la 3e étape, vous avez exactement ce que vous pouvez faire pour développer votre force mentale. La règle générale pour développer la force des pensées, c'est simplement d'imaginer ce que l'on veut voir arriver. Si vous me demandez comment je dois visualiser, parce que vous allez apprendre dans les cours de 30 minutes, les cours d'1 heure à visualiser. On va faire des exercices pratiques. À chaque cours, on entraîne beaucoup la visualisation. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce que je dois visualiser dans une technique de respiration? Qu'est-ce que je dois visualiser au quotidien avant une négociation? Qu'est-ce que je dois visualiser avant de discuter avec un garçon ou une fille que j'apprécie? Et la réponse est toujours la même. Vous devez visualiser ce que vous souhaitez voir arriver. Et très souvent, c'est extrêmement simple ce que je viens de poser ici, mais on ne se pose pas cette question. On rentre dans un entretien d'embauche, on n'a pas posé mentalement exactement ce qu'on souhaitait à la fin de l'entretien. Ou dans une négociation, on n'a pas posé quel serait l'idéal de cette négociation. Les bons négociateurs le font. Ils ont tout posé, ils ont posé tous les cas. Mais très souvent, on vient sans être préparé à différentes situations, même des situations qui nous préoccupent. Et parfois, dans, je ne sais pas, une négociation avec une entreprise, le but, c'est quoi? C'est qu'on se rappelle une semaine après, ou le but, c'est qu'ils transmettent l'offre à une autre personne, ou le but, c'est vraiment de signer à la fin de l'entretien, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas, vous, d'image mentale, vous pouvez parfois faire des excellents rendez-vous, mais sans avoir la conséquence de ce que vous vouliez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Genre, l'entretien était super, le rendez-vous était super, mais il ne s'est rien passé derrière. Et parce que vous n'aviez pas de préparation mentale. Vous n'aviez pas de préparation mentale pour quel est mon objectif à la fin, qu'est-ce que je dois lui demander. Souvent, on fait l'erreur dans ces dernières minutes. Si on était préparé mentalement, on demanderait le prochain rendez-vous, le tel jour, on enverrait les bonnes choses. Et parfois, simplement par manque de préparation, on passe à côté d'énormément de choses. Je vous rappelle que, à nouveau, les pensées, on les a posées comme le lien entre le désir et l'action. C'est ça qui va donner de la force pour que ce que vous désirez, ce que vous voulez se réalise. Et pour ça, la seule règle, c'est imaginer ce que l'on souhaite, en fait, profondément. D'une certaine façon, les désirs sont liés avec l'imaginaire, de la même façon que les peurs. Donc, notre ami en termes de puissance de visualisation sont les désirs, et notre ennemi, entre guillemets, ce qui nous pose problème, vous l'aviez posé au tout début de l'atelier, sont les peurs. Parce que les peurs font le même travail, mais dans l'autre sens. Les peurs projettent ce que vous ne souhaitez pas voir arriver. Elles sont faites pour ça à la base. Notre rapport avec le monde, de façon très fondamentale, fonctionne avec plaisir-douleur. Si on veut s'orienter dans le monde autour de soi, on va aller vers ce qui nous fait plaisir et on va fuir ce qui nous fait mal. S'il n'y a pas d'autres questions psychologiques plus complexes derrière, normalement, on sent, on goûte quelque chose. Aujourd'hui, on a le supermarché qui nous dit ça, c'est bon à manger, mais avant, on n'avait pas. Donc, on avait la baie, on goûte. Bon, ça, c'est bon, c'est agréable. Je vais le manger. Ça, c'est pas bon, c'est pas agréable. Je fuis. Donc, notre rapport basique, fondamental au monde, c'est valable pour les êtres humains comme pour tous les autres animaux. Et de plaisir et douleur, d'aller en direction de ce qui nous fait plaisir, de fuir ce qui provoque de la douleur. Sauf que ce rapport fondamental, il ne suffit pas quand on est à distance des choses ou quand il y a une temporalité. Si j'ai besoin d'attendre d'avoir mal pour m'enfuir quand il y a un animal sauvage qui est là, l'animal sauvage, il arrive,
Et moi, c'est juste plaisir et douleur. Donc, tant que je n'ai pas senti le plaisir ou la douleur, je ne fais pas d'action. Non, on doit avoir la capacité à imaginer le plaisir ou imaginer la douleur pour réagir en avance. Et c'est pour ça qu'on a deux mécanismes fondamentaux très intéressants qui sont le désir et la peur. Le désir qui va imaginer le plaisir que je peux avoir et la peur qui va imaginer la douleur pour me faire prendre la décision avant. C'est pour ça que désir et imaginaire, ça vous aviez déjà dû percevoir, sont intimement liés. Et le désir sexuel ne fait pas exception à ça. Il y a un lien très très profond entre désir sexuel et imagination. C'est plus intéressant pour le désir sexuel d'imaginer quelque chose que de le voir parfois. Et pour la peur, c'est exactement la même chose. Les films qui nous font le plus peur sont ceux où le réalisateur vous fait imaginer des choses. On voit l'ombre dans le coin, on entend la musique, on n'a rien vu pour de vrai, mais on est déjà terrorisé. On a peur de ce qui pourrait se passer, mais on n'a rien vu. Ça nous fait beaucoup moins peur que dans aucun film de terreur, on vous montre le monstre dès le début du film, comme ça, et en pleine lumière. On va vous faire comprendre qu'il y a un grand danger, et du coup, votre imagination va se développer sur le sujet. Donc, d'une certaine façon, on doit rendre ce mécanisme plus conscient pour encourager, favoriser nos désirs et essayer de moins donner d'importance à nos peurs. Nos peurs vont continuer à imaginer ce qu'on ne souhaite pas. C'est pour ça que je vous l'ai fait poser sur le papier de quoi j'ai peur. Parce que le fait de le poser sur le papier va nous permettre de le mettre un peu de côté. OK, c'est ça dont j'ai peur? OK, j'ai plus besoin de trop de m'en inquiéter. Maintenant, je vais renforcer mon désir et je vais renforcer ce qui est positif. Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser à nouveau pour plein de situations différentes. En particulier, ce qui vous stresse. La méthodologie pour ce qui vous stresse, c'est que après, dans l'étape 3, vous devez vraiment aller en détail pour poser ce que vous voulez voir arriver. Voilà, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Mais le fait de le faire une fois ne va pas suffire derrière. Il va falloir le répéter. Il va falloir se relire ce que vous avez écrit ici plusieurs fois pour lui donner de la force. Donc, à nouveau, l'idée, c'est que le côté peur, lui, on ne va pas lui donner trop d'importance. On sait qu'il est là. On peut le relire si on a oublié ce qui nous stresse, mais en général, on n'en a pas besoin. Par contre, la troisième étape, c'est elle qu'on va renforcer et c'est elle qu'on va utiliser. Si on comprend tout ce mécanisme-là, on comprend déjà comment ça va pouvoir agir sur le stress. Et je pense que vous avez déjà ressenti là sur un exemple très concret. Et de la même façon, c'est exactement le même mécanisme derrière qui nous permet de travailler sur la confiance en soi, qui est la perception de soi, l'image qu'on a de soi dans différentes situations. Avoir très confiance en soi, déjà sur différentes situations, parce que personne n'a confiance sur toutes les situations. Même les gens qui montrent beaucoup de confiance ont toujours des failles de confiance. Donc, ne pensez pas que c'est différent chez vous que chez les autres. On a tous des situations où on est à l'aise, des situations où on est moins à l'aise. Et donc, d'une certaine façon, avoir confiance en soi sur une situation, c'est avoir une bonne image de soi sur cette situation. C'est pour ça que renforcer sa confiance, c'est renforcer l'image qu'on a de soi. Donc, la meilleure technique, le meilleur outil qu'on a, c'est l'outil de visualisation. C'est apprendre à créer l'image mentale de ce qu'on souhaite. Je veux avoir plus confiance en moi pour parler en public, par exemple. Une chose que je peux faire, c'est déjà m'exposer, parce que plus je vais m'exposer, plus je vais changer l'image que j'en ai, mais je vais pouvoir me préparer mentalement, comme le font les sportifs de haut niveau. Sportif de haut niveau, un joueur de tennis, avant de rentrer sur le court de tennis, il va imaginer les échanges qu'il fait contre son adversaire. Le skieur va imaginer la descente qu'il fait dans les moindres détails. Et de la même façon que les sportifs de haut niveau le font, ça fait des années maintenant qu'ils ont découvert ces outils, vous allez pouvoir utiliser ça dans votre vie quotidienne. Vous allez imaginer ce que vous souhaitez. Ce n'est pas une descente à ski, mais c'est un tas de choses. Et donc, vous allez renforcer ça et créer l'image mentale. Et donc, on a un outil ici excellent pour travailler la confiance en soi. Mais à nouveau, ça va marcher parce que c'est répété. La chose est faite de façon fréquente. Pour que vous voyez ici l'influence des pensées sur la confiance en soi, je vous ai pris une vidéo ici. On va voir une vidéo ensemble. L'éléphant rose, vous l'avez déjà vu, celui-là. Je vais vous raconter ce qui va se passer après. Je vais vous montrer la vidéo d'un haka. Vous connaissez le haka? Qui connaît le haka ici des All Blacks en rugby? Tout un chant ici traditionnel qu'ils font au début des matchs pour, d'une certaine façon, avoir un impact mental et influencer l'adversaire. Et je vais vous montrer ici un haka particulier qui était contre l'équipe de France, où l'équipe de France a su mentalement réagir et que vous allez voir comment la réaction mentale se ressent déjà dans l'attitude et comment ça peut transformer le résultat d'une action. Muito bom.
Je vais lancer. Vous entendez le son pour ceux qui sont online? Ouais. Quart de finale ici, France All Blacks. En général, les Français devant le haka sont terrorisés. Ils sont tout petits, ils sont dans leur camp. Et là, vous pouvez voir l'attitude qu'ils ont. Imaginez ici la préparation mentale qu'on doit avoir de la part de l'équipe de France pour avoir cette attitude. Et on peut le transposer à nouveau pour différentes choses de nos quotidiens. Ils l'ont préparé, le truc. Ce n'est pas arrivé comme ça sur le moment. Ils l'ont préparé. Ils ont construit le fait qu'ils allaient gagner ce match. Et a priori, les peurs, s'ils avaient fait le même exercice que nous, qu'est-ce que je ressens quand je vais jouer les All Blacks en quart de finale de la Coupe du Monde? Je ne me sens pas très, très bien en général. De quoi j'ai peur? J'ai peur de me faire éclater. Et ça se joue dès le début. On dit beaucoup que les matchs de rugby se gagnent ou se perdent sur le chemin pour aller jusqu'au terrain. Les deux équipes se regardent comme les boxeurs. Ils se regardent dans les yeux en fonction de la confiance que chacun a et de la projection mentale que chacun a. Le match peut se gagner ou se perdre à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est gagné ou pas à ce moment-là? En tout cas, comme l'ont dit les commentateurs, ils ont lancé le défi. Ils ont dit on est là. Et il se trouve qu'ils ont gagné ce match d'1 point. Dans la Coupe du Monde précédente, ils avaient perdu justement. Et si je vous montrais aussi le haka, on voyait que le haka, les Français, ils étaient tous dans leur coin, ils regardaient le haka devant eux, ils étaient terrorisés. Et donc, c'est sur ça aussi, là, c'est une image, mais que vous pouvez utiliser vraiment dans votre quotidien. Est-ce que vous avez cette attitude? Et cette attitude vient des pensées. Si on n'a pas de préparation mentale et qu'on n'est pas positif mentalement vis-à-vis de la situation et que c'est les peurs qui prennent le dessus, on a tous des peurs. Ce n'est pas qu'on va supprimer la peur, on va juste donner plus d'importance et plus de force au désir. Qu'est-ce qu'ils souhaitaient les Français? Ils voulaient passer en demi-finale, ils voulaient gagner la Coupe du Monde, donc ils ont renforcé ça. Ça ne va pas marcher à tous les coups, parce que de l'autre côté, il y a aussi la force mentale des adversaires, bien sûr. Mais on maximise nos chances de réussite. Vous n'allez pas, à partir de maintenant, réussir tous vos entretiens, mais vous allez en réussir beaucoup plus qu'avant si vous avez cette préparation mentale. Donc, l'idée, c'est de mettre toutes les chances de votre côté dans les différentes actions que vous faites. Il existe, en fait, on va poser ici ensemble les différents éléments qui vont donner justement cette force des pensées. On a vu ce qui les rendait faibles auparavant. On va voir ici, qu'est-ce que vous avez besoin de faire au quotidien maintenant pour travailler ça. La première chose, venez au cours de 30 minutes et d'1 heure. Dans chaque cours, on va entraîner ça. Mais il va y avoir 3 éléments qui vont donner la puissance de nos visualisations, de nos mentalisations. La première, c'est la qualité des images que vous créez. C'est l'inverse de ce que j'avais donné au début. J'avais dit que nos images, finalement, elles étaient relativement faibles en termes de qualité. On va essayer de créer une image de la façon la plus ample possible. Plus c'est réel pour vous, plus ça va vous marquer. Une petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure aussi, soyez réaliste dans la visualisation. L'idée, ce n'est pas d'imaginer un truc auquel vous ne croyez pas. Si vous dites la semaine prochaine, je vais devenir, je ne sais pas, président, ça va marcher si toute votre vie, vous avez construit le chemin pour devenir président. Sinon, le gap est trop grand. Donc, le fait de l'imaginer ne va pas avoir de force si vous n'y croyez pas. Donc, il vaut mieux visualiser quelque chose que vous pensez à votre portée, que ce soit le cas ou pas, mais que vous le pensiez déjà. Si vous-même, vous pensez que ce n'est pas à votre portée, ça ne sert presque à rien de le visualiser. Donc, il vaut mieux faire des petites étapes dans ce sens-là, imaginer quelque chose que vous pensez possible et lui donner de la force. Et ensuite, donner toute l'amplitude du réel. Vous pouvez créer des images pour ceux qui ne sont pas bons en termes d'image. Il y en a qui ferment les yeux, ils ne voient pas d'image. Aucun problème pour mentaliser. Vous allez créer la réalité mentale qui vous correspond. Vous imaginez la situation, vous ressentez la situation, vous entendez les sons. Vous créez ce qui vous parle en termes de réalité, de rapport au réel. Il n'y a aucun problème si ce n'est pas puissant en termes
visuel. Vous pouvez compenser avec les autres sens. Mais plus c'est complet, plus c'est riche, plus c'est profond, plus vous allez avoir de l'impact avec vos visualisations. Ça, c'est le premier aspect, la qualité. Le deuxième aspect, c'est la quantité de visualisation. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour qu'il y ait une quantité de visualisation? On va devoir répéter. À chaque fois que j'ai des élèves qui m'ont dit « Ah, mais suite à l'atelier, j'ai visualisé un objectif que j'avais et ça n'a pas marché », je pose toujours la même question. Je dis « Combien de fois tu as visualisé ?» Et la réponse, inlassablement, c'est 2 ou 3 fois. Donc, évidemment, on a une puissance mentale, mais à nouveau, elle n'est pas infinie. Donc, on va devoir l'utiliser de façon répétée. Vous voulez que quelque chose arrive, quelque chose est très important pour vous, ce que vous avez noté ici dans votre exemple, c'est important. Combien de fois vous allez y penser, combien de fois vous allez répéter pour avoir des chances que ça arrive. À nouveau, si je prends l'exemple de celui qui est devenu président ou premier du monde en quelque chose, ça a demandé à nouveau combien de fois la personne y a pensé. Il y a une interview de Djokovic, numéro 1 mondial de tennis depuis des années. Djokovic a 7 ans, on l'interviewe et il dit « Un jour, je veux être champion ». Donc déjà à 7 ans, il avait déjà cette pensée-là. Imaginez combien de fois dans sa vie, avant que ça arrive, il y a pensé avant que ça se réalise. Souvent, nous, on voit le succès déjà, donc on se dit « Ah, mais il a eu de la chance, il était doué » ou un tas de choses. Mais invariablement, les gens qui ont du succès dans leur domaine créent une force mentale pendant des années avant que ça arrive. À nouveau, c'est la puissance mentale qui nous permet de franchir le gap entre désir et action. Que ce soit pour des petites actions du quotidien, vous souhaitez, je sais pas, aller parler à quelqu'un, vous souhaitez avoir un impact dans une réunion, jusqu'aux grands objectifs qui sont plus importants pour vous, mais cela, il faut leur donner plus de force. Donc, le deuxième élément, oui, la question que j'ai ici en présentiel, vous n'entendez pas non, quand il parle en présentiel, donc je vais vous résumer la question. Comment est-ce que je fais quand j'ai plusieurs choses que je veux faire? Est-ce que pendant 3 mois, j'imagine la même chose, mais du coup, les autres choses qui sont importantes pour moi sont plus visualisées et je passe à côté, c'est ça? Alors déjà, vous inquiétez pas, vous allez continuer à penser. Ce n'est pas parce que vous faites l'exercice de visualisation que vos désirs ne sont plus là et que votre inconscient ne va pas continuer comme d'habitude. Après, pendant le moment où vous rendez ça conscient, pendant le cours, par exemple, on fait une décontraction, on vous dit maintenant, imaginez ce que vous souhaitez. Vous allez choisir, vous allez renforcer ce qui est le plus important pour vous. Vous allez mettre une petite goutte là où c'est plus important. Par contre, on va avoir un meilleur résultat si tu mets toujours la goutte au même endroit. Si le premier jour, tu fais le cours et tu dis, voilà, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'être joyeux. Je suis joyeux. Tu sors du cours, tu es un tout petit peu plus joyeuse. Tu as réussi à mettre un petit caillou dans cette direction. Le cours d'après, imaginez la chose qui est la plus importante pour vous. Et là, tu imagines que tu obtiens ton prochain job ou ton prochaine négociation ou ton prochain business. Imagine mon business. Tu as augmenté un petit peu les chances que ça arrive. Troisième jour, tu imagines que dans ta relation affective, telle situation se passe mieux, que vous êtes proche et que tu es contente. Quatrième jour, encore autre chose. La probabilité que toutes ces choses arrivent est relativement faible. L'impact que tu auras eu sera négligeable par rapport à la quantité des pensées que tu as déjà au quotidien. Ce n'est pas que ça n'aura pas d'effet, c'est déjà bien. Si tu prends l'habitude chaque jour d'imaginer quelque chose de positif, c'est déjà très bien. Mais c'est beaucoup moins puissant que si tu prends un sujet et que tu appuies dessus. Si vous voulez, on peut prendre la métaphore pour passer des pensées à l'action. C'est comme si les pensées étaient plus subtiles, plus légères, et on veut toucher quelque chose de dense. Je veux avoir un impact sur la matière, il va falloir que je pense beaucoup de fois, puis que je passe à l'action, puis qu'il y a une action au niveau physique. Et donc, du coup, c'est comme si j'avais besoin, pour remplir un verre d'eau, j'avais besoin de brume dans toute la pièce pour condenser cette brume et remplir mon verre d'eau. C'est-à-dire, je veux une action physique concrète, mes pensées sont puissantes, mais elles sont très légères. Donc, je vais devoir créer une grande quantité de matière mentale. C'est là un peu le secret, si tu veux, pour avoir un impact. C'est que les gens, en général, s'arrêtent au fait de ne pas répéter suffisamment. Alors, moi, juste pour être sûr d'avoir bien compris, j'ai Ouais. compris que ce que tu dis, c'est qu'il faut mieux se concentrer sur une chose. On ne peut pas, par exemple, s'imaginer un scénario dans lequel il y a plein de choses, mais le répéter. Si, ça tu peux. Tu peux avoir un même scénario et le répéter toujours. Et comme tu disais, tu peux te créer un film. C'est très, très bien d'ailleurs. C'est très intéressant d'avoir les images en mouvement. Ça nous marque souvent plus profondément. Vous pouvez imaginer comme si vous voyez un film se dérouler devant vous. Vous fermez les yeux, vous imaginez un film de ce que vous souhaitez. Et donc là, il n'y a aucun problème. S'il y a 3 choses qui sont importantes pour toi
Et là, je reprends les exemples que j'avais donnés tout à l'heure. Je signe un nouveau contrat, je me sens heureux grâce à ça. Et en plus, ma relation à la maison se passe bien. Là, c'est excellent. Parce que tous les jours, tu as mis de la force dedans. Et tu as toute ta journée, en fait, pour visualiser. Donc, si au lieu de faire 1 minute de visualisation, tu en fais 5, c'est excellent. Là, ça marche. C'est le fait de ne pas abandonner le truc que tu as visualisé la première fois, sinon tu vas te frustrer. Tu vas dire, ah, j'ai visualisé, mais ça n'a pas marché. L'outil fonctionne, mais il faut travailler avec. Il n'est pas magique. La puissance de vos pensées est extraordinaire. Tous les gens qui ont visualisé de façon très récurrente un objectif ont été en général très satisfaits, très impactés par le résultat qu'ils obtenaient eux-mêmes. Il faut de la régularité. Et donc, quelle est la différence avec vos pensées habituelles? La seule différence, c'est qu'on le fait consciemment. On ferme les yeux, on imagine quelque chose de façon récurrente. Et à nouveau, ça, c'est ce qu'on entraîne ensemble dans les cours, à chaque cours quasiment. Le dernier élément qui va nous donner la force de nos pensées. Donc, premier élément, c'était la qualité des images. Deuxième élément, la quantité de matière que vous créez, la qualité de cette matière et la quantité. Le troisième élément, c'est l'intensité avec laquelle vous créez cette pensée. Une chose, c'est créer une image. Une autre chose, c'est y mettre du cœur, c'est y mettre de l'envie. On a dit que c'était les désirs qui projetaient ce qu'on souhaitait. On va vouloir renforcer les désirs, donc il faut qu'il y ait du désir. Si tous ensemble, on fait notre exercice de visualisation, à partir de maintenant, on crée un groupe de visualisation. Tous les jours, on va s'asseoir ensemble, on va fermer les yeux et on va imaginer qu'on devient Premier ministre. Notre visualisation. Et chacun d'entre nous va fermer les yeux, on va s'imaginer Premier ministre. Quel impact ça va avoir? Impact à peu près 0, sauf chez l'un d'entre nous qui rêve depuis qu'il est petit de devenir Premier ministre. Pour lui, ça va marcher, il va s'imaginer dedans, il va déjà se ressentir dedans, il va avoir toutes les sensations, ça va être réel pour lui. Et c'est cette réalité dont on a besoin pour avoir un impact en termes de visualisation. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est à quel point c'est important pour vous, à quel point vous voulez ce que vous êtes en train de visualiser. Si vous le voulez qu'à moitié, il n'y a pas de miracle en termes d'outils. Si vous le voulez vraiment et que là, vous utilisez l'outil, ça va être très puissant. Donc, vous avez ces 3 éléments, qualité, quantité et intensité. Si vous mettez ces 3 éléments en place, et principalement, vous avez besoin de faire quoi pour les mettre en place? Vous avez besoin de répétition et d'enthousiasme dedans, dans cette répétition. Si vous êtes oh, je visualise tous les jours que je suis heureux, mais que vous êtes triste en même temps, ça ne fonctionne pas. Il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'envie. Dire je veux devenir un grand chef de cuisine, il faut que quand vous êtes en train de cuisiner, vous y mettiez tout votre cœur, toute votre envie, tout votre désir, et là, ça va fonctionner. Pour finaliser, ici, on va regarder simplement, je pourrais vous montrer une autre vidéo quand on aura, je vais terminer dans les temps et après on pourra continuer une partie des questions. Je vais vous montrer ici, remettre dans le cadre de l'ensemble de nos techniques, que vous voyez où se situe ce dont on a parlé aujourd'hui. On a un certain nombre de techniques. Vous savez que l'ensemble des techniques vise l'état de méditation, vise à atteindre un haut niveau de concentration pour être plus présent. On a un ensemble de techniques de préparation pour se préparer à la concentration et on a les techniques de méditation elles-mêmes. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, c'est l'atelier d'il y a 2 semaines, vous me le demandez en vidéo, je vous l'envoie. Et donc, la technique qu'on a vue aujourd'hui, c'est la technique de visualisation qui fait partie de l'ensemble des techniques. Et ce que vous allez voir, ce que je développerai aussi dans les prochains ateliers, les prochaines semaines, c'est qu'on peut associer les différentes techniques. Comme vous l'aviez vu, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière l'atelier sur la respiration, on avait vu qu'en respirant, on se mettait déjà dans un état intéressant pour avoir un impact au niveau inconscient. Donc, imaginez si vous commencez à jouer sur la respiration, à jouer sur la relaxation, vous êtes déjà dans un état profond de détente, vous avez accès justement au niveau plus émotionnel et là, vous visualisez. Donc, c'est ça qu'on va jouer là-dessus dans les cours. Ensemble, aujourd'hui, on a juste principalement vu théoriquement la question et que vous commencez à ressentir ce que c'est que visualiser. Et après, on va associer ces différentes techniques dans les cours pratiques pour avoir un résultat intéressant, pour créer du bien-être, pour créer une meilleure gestion des émotions, pour créer de la concentration. Tout ça n'est pas magique. Je ne vais pas vous vendre du rêve en me disant vous êtes demain, vous allez être heureux. Ça fonctionne, mais c'est un travail sur soi. C'est le fait de régulièrement de faire ce cours. Dès le premier cours, je pense qu'on ressent qu'il s'est passé quelque chose. On se sent bien après le cours. Mais pour enclencher tout ça, il faut qu'il y ait de la répétition. Il faut qu'il y ait du plaisir pour le faire. Si vous faites le cours en vous faisant plaisir, en étant content de le faire, là, il va y avoir une profondeur et il va y avoir un impact. Je vous remercie pour votre attention. La suite de l'atelier, bien sûr, c'est si vous voulez
continuer à participer aux cours pratiques. Je pense que la plupart d'entre vous ont fait les cours en septembre. Si vous n'avez pas encore découvert les cours, vous pouvez me parler et voir une façon de découvrir. Pour tous ceux qui ont découvert ou qui veulent continuer dans les prochains mois, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais je vais vous le donner ici, on a une offre découverte pour ceux qui commencent pour les 3 prochains mois. Tarif très spécial, très amical, qui vous permettra d'avoir accès en illimité, continuer à avoir accès en illimité aussi bien aux cours pratiques qu'aux ateliers du mercredi. Donc, je vais vous le mettre ici dans le chat pour ceux qui sont. Je vous le montre ici. Et après, on continue à discuter. Je vous montre différentes choses, mais vous l'avez ici à l'image, le lien. Mais question que si tu peux le mettre, tu es connecté ou pas sur Zoom? Dieter, tu peux mettre le lien de Rose que tu as devant les yeux ici, de roseparissainte.fr/découverte.